juillet 2015, l'histoire de Tamara Samsonova, 68 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, a fait grand bruit. On disait que cette retraitée discrète aurait pu être impliquée dans jusqu'à 10 meurtres. La presse l'a surnommée la Cicatilo en jupe de Saint-Pétersbourg. Quelques jours plus tard, le comité d'enquête a publié une déclaration officielle. En ce qui concerne les informations selon lesquelles Tamara Samsonova serait soupçonnée d'avoir assassiné une connaissance le 23 juillet 2015 et pourrait être impliquée dans d'autres crimes similaires, nous déclarons: les enquêteurs ne disposent actuellement d'aucune preuve tangible de son implication dans d'autres meurtres. L'enquête s'est poursuivie. Une expertise psychiatrique judiciaire a révélé que Samsonova souffrait de schizophrénie paranoïde. En août 2016, la décision de porter l'affaire devant les tribunaux a été jugée légitime par le parquet. L'objectif était d'ordonner des mesures médicales coercitives. En termes simples, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique sous surveillance renforcée. Dans la soirée du 26 juillet 2015, les restes d'un corps de femme enveloppé dans un rideau en plastique ont été découverts sur un terrain vague près du numéro 10, bâtiment 4, rue Dimitrova. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont identifié le suspect en quelques heures. Il s'est avéré que la victime était Valentina Ulanova, 79 ans, qui vivait dans l'immeuble près duquel le corps a été retrouvé. La suspecte était Tamara Samsonova, 68 ans, qui vivait dans un appartement voisin et qui avait cohabité avec Madame Ulanova jusqu'à récemment. Les indices laissaient présager un crime. Des taches de sang fraîchement lavées, l'absence de rideau de douche dans la salle de bain et plusieurs couteaux présentant des résidus d'une substance brunâtre ont permis de dresser un premier tableau du déroulement des faits. Tamara Samsonova a presque immédiatement avoué avoir empoisonné Madame Ulanova en mélangeant une drogue puissante à sa nourriture, puis l'avoir découpée en morceaux et dispersé les parties de son corps dans le quartier. Au départ, Samsonova a affirmé qu'un autre voisin l'avait aidé à commettre le meurtre, mais ce mensonge a été rapidement réfuté, le complice présumé n'étant pas en ville à ce moment-là, et Samsonova a admis avoir inventé cette partie de sa déclaration par animosité personnelle. L'agitation dans les milieux policiers et dans la presse a commencé lorsqu'un des enquêteurs expérimentés s'est souvenu qu'en 2003, il avait dû examiner un cadavre masculin démembré sur le terrain d'une crèche voisine et que l'image lui semblait familière. Tamara Mitrofanovna a avoué sans hésiter. Elle a déclaré avoir loué une chambre à un homme en 2003, puis l'avoir empoisonné et s'être débarrassé de son corps. Les enquêteurs ont pu retrouver les coordonnées de 2 autres personnes qui auraient loué une chambre à Samsonova. La retraitée a déclaré qu'ils étaient tous ses victimes. Cependant, dans la décision finale de l'enquête, un seul meurtre a été retenu. J'ai tenté d'en savoir plus sur le destin de Tamara Samsonova et de comprendre ce qui était arrivé aux hommes qui avaient croisé son chemin. Elle est née en 1947 dans la ville d'Ouchour, dans la région de Krasnoïarsk. Son père travaillait dans la police et portait une arme, selon les dires de la famille. Sa mère était vendeuse. Après avoir terminé ses études secondaires, Tamara serait partie à Moscou et se serait inscrite à l'Institut Maurice Thorez de langues étrangères à la faculté de philologie. Cependant, aucun document confirmant cela n'a été trouvé dans son appartement. Des connaissances affirment toutefois qu'elle parlait couramment l'anglais et l'allemand. Après ses études, Samsonova a brièvement travaillé comme professeure de langues étrangères. En 1971, elle a déménagé à Leningrad pour vivre avec un homme dont elle s'est rapidement séparée. Ne travaillant pas dans son domaine, elle a accepté un poste de nounou dans un hôpital. La même année, Tamara a épousé Leonid Samsonov et a emménagé dans son appartement de la rue Dimitrova. Après le mariage, elle a changé de profession et a commencé à travailler dans un hôtel européen. Le couple n'a pas eu d'enfant. Les premiers faits avérés de la vie de Tamara Samsonova remontent aux années 90. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait consulté un psychiatre à cette époque. En 1996, Samsonova s'est présentée volontairement avec son mari, alors encore en vie, au bureau d'aide socio-psychologique. Comme l'a constaté le médecin, son mari semblait misérable, abattu et même attardé par rapport au caractère vif, brillant et cultivé de Tamara. Malgré son charme, Samsonova est apparue aux spécialistes comme obstinée, querelleuse et capricieuse. La communication s'est faite par téléphone. Le médecin a rendu visite à Samsonova une fois à son appartement, lorsqu'il est venu chercher un livre. C'était à la fin des années 90. Son mari n'était déjà plus là. Cette visite est restée la seule, et la communication a ensuite été interrompue.
Le médecin est toujours en vie et continue de travailler malgré son âge avancé. Selon le psychiatre, Samsonova était même remarquablement ouverte avec lui. Elle lui a par exemple confié qu'elle commettait souvent des vols à l'étalage, mais qu'elle ne se faisait jamais prendre. Elle a également évoqué les locataires, qu'elle changeait souvent. La spécialiste l'a décrite comme suit. Une femme intelligente et réservée, dotée d'une grande intelligence. Léonid Samsonov est né en 1947. Il travaillait dans un garage automobile. Comparé à sa femme, il semblait effacé. Comme l'a affirmé Samsonova lors de l'interrogatoire, leur relation était bonne. J'étais comme une mère pour lui, il était comme un fils pour moi. Il a disparu à la fin des années 90, la date exacte reste inconnue à ce jour. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lors de conversations avec des connaissances, Samsonova a donné différentes versions. Il m'a quitté, il est mort d'une cirrhose du foie. La version la plus souvent citée était qu'il était allé à la banque et n'était jamais revenu. Samsonova n'a signalé la disparition de son mari à la commission d'enquête qu'en 2015, lorsqu'elle a été amenée au service des enquêtes par le directeur des services sociaux. Lors d'une perquisition au domicile de Samsonova, les documents de son mari disparu ont été retrouvés, notamment son passeport et son livret d'épargne. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait tué son mari, Samsonova a nié avec véhémence. Bien qu'elle ait avoué 4 meurtres au cours de la première phase de l'enquête, elle a continué à affirmer qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition de son mari. Vladimir a emménagé chez Samsonova à l'été 2001 et a loué une des chambres. Malgré une différence d'âge de près de 20 ans, la relation avec la propriétaire était au départ assez intime. 1 ou 2 mois plus tard, Vladimir et Samsonova ont mis fin à leur relation intime, comme il l'a déclaré dans le cadre de l'enquête. En décembre de la même année, Vladimir a été hospitalisé pour des symptômes d'empoisonnement. Les médecins n'ont pas pu déterminer quelle substance avait provoqué ces symptômes. Après les mesures de désintoxication, ils n'ont trouvé aucune trace de poison dans son corps. Après sa sortie de l'hôpital, Vladimir a immédiatement quitté l'appartement de Samsonova et jouit aujourd'hui encore d'une bonne santé. Les locataires suivants de la retraitée ont eu moins de chance. À l'automne 2003, des écoliers ont découvert dans la cour d'une école maternelle située au 11 rue Kupchinskaya, bâtiment 3, un morceau de cadavre masculin avec un tatouage sur l'épaule. À ce moment-là, l'affaire n'a pas pu être élucidée et l'identité du défunt n'a pas pu être établie. Aucun autre morceau du cadavre n'a été retrouvé, ni membre ni tête. Après une autopsie, les restes retrouvés ont été enterrés dans une tombe numérotée. Après le meurtre d'Ulanova, l'un des enquêteurs s'est souvenu de cet incident. La crèche se trouvait à seulement 650 mètres de la maison de Samsonova. Tamara Samsonova a finalement parlé de son ancien sous-locataire, Sergueï Poutianine, et a admis lui avoir secrètement ajouté du radédorm dans son bortsch froid. Elle aurait ensuite démembré son corps et dispersé les morceaux dans le quartier. Elle se souvenait également du tatouage sur son épaule, une tête de mort, un serpent et autre chose. Après avoir rétracté plusieurs aveux concernant les meurtres, elle a finalement affirmé avoir tué Poutjanine et Ulanova. Elle n'a toutefois pas été inculpée pour ces crimes. La décision des enquêteurs, approuvée par le parquet, était compréhensible. Comme l'ont expliqué à Criminaire des interlocuteurs familiers avec l'enquête, l'ouverture de la tombe portant le numéro correspondant a permis de découvrir le corps d'une femme. La bonne tombe a bien été trouvée, mais l'examen du fragment de tissu présent 13 ans plus tard n'a pas permis de clarifier la cause du décès. Il s'est avéré que les tissus du cadavre n'avaient pas été analysés en 2003 pour détecter la présence de substances pouvant indiquer un empoisonnement. Il était trop risqué de fonder l'accusation uniquement sur les aveux de Samsonova, car elle pouvait les révoquer à tout moment. Alexander Barichev a rencontré Samsonova par hasard en 2003, alors qu'il se promenait avec sa compagne Larissa dans la rue Sadovaya. Samsonova était alors accompagnée d'un homme nommé Gennady. Les deux couples ont engagé la conversation et ont commencé à communiquer occasionnellement. Après quelque temps, Samsonova a annoncé que Gennady était décédé. Il avait environ 40 ans. Au début, Samsonova et Larissa communiquaient principalement entre elles, mais peu à peu, Barichev a commencé à appeler Samsonova de plus en plus souvent. 1 an après leur première rencontre, selon Larissa, Barichev lui a annoncé qu'après 7 ans de vie commune, il avait décidé de se séparer d'elle et de déménager chez Tamara. Dans les jours qui ont suivi, il a appelé Larissa à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois après son déménagement. Le dernier appel a eu lieu environ 1 semaine plus tard, mais il a été brusquement interrompu. Après cela,
Alexander Barichev n'a plus jamais été revu, ni vivant, ni mort. Larissa a rapporté que Barichev était très proche de sa sœur et surtout de son neveu. Ce dernier a rendu visite à Larissa en 2007 et a tenté de trouver des informations sur le sort de son oncle, mais sans succès. Immédiatement après son arrestation, Samsonova a déclaré avoir tué Barichev. Cependant, elle est revenue sur cette déclaration par la suite. « Je plaisantais », a déclaré la retraitée. On ne sait toujours pas qui était ce Gennady, s'il est encore en vie ou s'il est décédé, de quoi il est mort. Selon la version officielle à laquelle Samsonova s'en tient, elle aurait empoisonné Ulanova avec du phénazépam et l'aurait découpé après sa mort. Elle aurait mélangé 50 comprimés broyés dans un moulin à café à une salade olivier achetée dans le commerce. Le repas a été servi avec de l'alcool, mais sans ajout de la substance. Les résultats de l'examen médico-légal ont révélé qu'aucune trace de dérivé du phénazépam n'avait été trouvée dans les restes du cadavre et que la victime n'avait pas consommé d'alcool avant sa mort. La déclaration officielle indique prudemment que l'impossibilité de procéder à une analyse chimique médico-légale des fluides biologiques et des organes internes, y compris l'estomac, du corps d'une femme inconnue identifiée comme étant Ulanova, ne permet pas de confirmer ou d'infirmer la possibilité qu'elle ait consommé des produits chimiques, notamment du radédorme et du phénazépam, de son vivant. Une autre curiosité concerne la dose prétendument mortelle de phénazépam. Selon les experts, environ 50 comprimés seraient nécessaires pour provoquer une intoxication mortelle. Et c'est précisément cette quantité que Samsonova a mentionnée dans sa déclaration. Cependant, la question de savoir comment il a été possible que la salade contenant une telle dose de substance n'ait pas eu un goût particulier n'est pas abordée. Le principal problème du rapport d'expertise reste toutefois que la cause du décès n'a pas été déterminée. Cela signifie que l'acte repose uniquement sur les aveux de Tamara Samsonova. Pendant plusieurs années, Tamara Samsonova a tenu un carnet dans lequel elle consignait ses pensées, souvent dans plusieurs langues afin que personne ne puisse les comprendre. Au cours de l'été 2015, les enquêteurs ont déclaré que les notes cryptées contenaient des références à une douzaine de meurtres. Cependant, cette information a ensuite été jugée fausse. Dans le journal, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses notes sur la recherche de médicaments tels que le radédorme, le phénaspam et d'autres somnifères puissants. Une note disait par exemple « J'achète 6 boîtes de F, cela coûte 410 roubles et j'ai aussi 2 barres de P. Maintenant, j'en ai assez. » Une autre note disait « J'achète des médicaments, il m'en reste 12 et 18 bleus. » Samsonova elle-même ne prenait pas ces médicaments. Pendant des années, elle se couchait vers 21h et se levait vers 3h du matin, somnolente mais alerte. Les enquêteurs ont supposé qu'elle utilisait les médicaments pour endormir ses victimes potentielles. Aujourd'hui, la version officielle de la police suit la déclaration de Samsonova selon laquelle elle aurait acheté les médicaments pour ses voisins. En effet, un voisin à qui elle aurait remis un paquet de phénaspam a été identifié. Cependant, on ignore ce qu'il est advenu des autres médicaments mentionnés dans le journal. La décision prise par les enquêteurs semble être la meilleure possible pour toutes les parties concernées. Tamara Samsonova sera probablement internée dans un établissement psychiatrique sous surveillance renforcée pour le reste de sa vie. Les enquêteurs ne voient aucune raison de poursuivre les investigations sur 2 ou 3 autres meurtres potentiels, car il manque de preuves exploitables. De plus, la divulgation publique de telles informations pourrait susciter une agitation inutile. Enfin, cela donnerait l'impression qu'un tueur en série a sévi à Saint-Pétersbourg pendant environ 15 ans sans être remarqué, ce qui nuirait à l'image de la ville, ce qu'il vaut mieux éviter. Sur le plan juridique, aucune autre enquête n'est à prévoir. Ni Leonid Samsonov, ni Alexander Barichev, ni Sergei Poutianine n'ont de proches parents susceptibles de faire pression sur les autorités judiciaires. Le nom de Gennady, que Samsonova mentionne dans ses notes, reste aussi mystérieux que l'identité et le sort des autres anciens locataires qui apparaissent dans son journal intime. L'avocat de Tamara Samsonova, Konstantin Sazonov, a déclaré que la défense était entièrement d'accord avec la position des autorités chargées de l'enquête. Ma cliente reconnaît avoir commis le meurtre de Valentina Ulanova. Nous sommes également d'accord avec les conclusions de l'examen psychiatrique judiciaire qui a confirmé sa maladie mentale. Nous considérons que la décision de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour traitement obligatoire est légale et justifiée. Cependant, certains détails restent encore flous. Par exemple, on ignore toujours où se trouve la tête, les organes internes
et les membres de Valentina Ulanova. Le sort des parties du corps de Sergej Poutianine reste également incertain. Et la disparition de Leonid Samsonov et Alexandar Barichev reste également un mystère. Les caméras de surveillance situées dans l'entrée de l'immeuble ont enregistré le moment où Samsonova a transporté les morceaux du corps d'Ulanova. Les images montrent clairement qu'elle n'était pas en mesure de transporter les restes très loin. L'endroit le plus probable où les restes du corps ont été jetés est le canal Volkovski. Celui-ci longe la voie ferrée à seulement 300 mètres de l'immeuble. Une fouille approfondie du canal n'a pas encore été effectuée car l'utilisation d'engins lourds tels qu'une excavatrice aurait entraîné des coûts trop élevés. Le canal a été nettoyé pour la dernière fois il y a environ 20 ans, soit vers l'an 2000, précisément à l'époque où, selon les enquêteurs, Tamara Samsonova aurait commencé à commettre ses crimes. Si des travaux de nettoyage y sont effectués à l'avenir, il n'est pas exclu que des découvertes macabres soient faites.